De retour sur le plateau du Carrefour de l'Info. Merci d'être avec nous. Nos invités pour le débat, Adrien Gomi, bonjour, secrétaire général du groupe La République En Marche au Sénat. Florence Berthoud, bonjour également, maire Les Républicains du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe Les Républicains et indépendants au Conseil de Paris. Et Émilie Zapasky, bonjour également, communicante fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. On va tout de suite prendre la direction de l'Assemblée nationale puisque c'est aujourd'hui que les députés examinent le projet de loi de rénovation de la cathédrale de Notre-Dame. C'était le 15 avril dernier. Le monument a été ravagé, en partie détruit. Comment piloter les travaux de reconstruction? Comment gérer l'afflux de dons? Sybille Delettre nous explique. Les députés planchent depuis ce matin sur le projet de loi Notre-Dame. Ce projet, il prévoit d'encadrer les dons et la grande souscription qui avait été mise en place au lendemain de l'incendie. Il prévoit également de créer un établissement public qui pourra coordonner les travaux. Mais ce qui fait vraiment polémique dans ce projet de loi, c'est l'article 9 qui permet au gouvernement de s'affranchir des règles d'urbanisme, des règles de gestion du patrimoine ou encore des règles de protection de l'environnement, alors même qu'on a appris que les sols autour de Notre-Dame avaient été pollués par le plomb pendant l'incendie. De nombreux députés sont donc vent debout contre ce projet de loi. Je vous propose de les écouter. C'est un chantier qui va être observé dans le monde entier. C'est un chantier qui doit être vraiment exemplaire sur tous les sujets. Et on commence par quoi? Par dire que sur l'environnement, on va déroger à la réglementation existante. Ça n'a pas de sens, c'est pas justifiable. Le problème, c'est l'établissement public et les mesures dérogatoires au droit de l'urbanisme, comme si on nous préparait par avance à une restauration originale. Et ça, je ne peux pas l'accepter, car les Français, j'en suis convaincu, veulent une restauration à l'identique. Ce sont les règles de l'art. Les Français n'ont pas donné tant d'argent pour satisfaire la mégalomanie du président de la République. Beaucoup y voient effectivement la conséquence de l'empressement d'Emmanuel Macron à vouloir terminer les travaux d'ici 5 ans. Les débats ici devraient se poursuivre toute la journée et une bonne partie de la nuit. Adrien Gomi, pour la majorité, les débats s'annoncent animés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, je pense. Je regrette dans les images que vous venez de montrer de voir que Nicolas Dupont-Aignan, une nouvelle fois, fait preuve d'un esprit polémique sur tous les sujets, à vrai dire. Rien ne trouvera grâce à ses yeux. Bon, c'est regrettable. Au fond, comme l'a dit le ministre de la Culture, il a été très clair sur le sujet. C'est un projet certes colossal, mais qui ne sera pas fait n'importe comment. Le président de la République a fixé un cap, le cap des 5 ans, pour réussir à non pas reconstruire Notre-Dame, mais à la rénover. Et on verra quelles seront les propositions qui seront faites. Vous comprenez les inquiétudes bien entendu, de l'opposition et des citoyens notamment? Mais à vrai dire, 5 ans, c'est un délai très court pour certains. Mais ça peut l'être, oui, c'est vrai, ça peut être considéré comme étant très court. Moi, je trouve ça bien d'avoir un objectif de 5 ans. C'est mon avis personnel. Au-delà de ça, il y a un projet de loi aujourd'hui qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Chacun des groupes politiques pourra s'exprimer sur le sujet. Donc place au débat. Je pense que le ministre de la Culture est assez ouvert sur la question. Et place au débat ici aussi. Florence Berthoud, votre avis sur ce projet de loi qui est discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je pense qu'il y a de la part du ministre de la Culture une volonté aussi personnelle de conduire ce chantier, de conduire d'une manière ouverte. Je connais bien Franck Riester, je crois que c'est un républicain. Ça ne m'empêche pas d'être critique, non pas pour des raisons d'opposition stérile qui n'ont alors pour le coup absolument rien à faire dans ce genre de débat-là. Mais d'être critique sur le fait qu'on veuille absolument fixer un calendrier à horizon 5 ans. Qu'il faille aller vite, c'est bien. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on est polarisé sur 2 questions. Est-ce qu'on le fait en 5 ans, moins de 5 ans, plus de 5 ans? Est-ce qu'on va reconstruire à l'identique ou pas? Mais ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Le sujet, mais qui est vraiment un sujet partagé, moi quand j'entends les Parisiennes et les Parisiens, c'est de dire d'abord Notre-Dame, c'est quoi? Notre-Dame, c'est 3 choses. C'est quelque chose dont on ne parle absolument pas. C'est un édifice cultuel. Si c'était une mosquée, si c'était une synagogue, j'ai la chance d'avoir dans le 5e arrondissement la grande mosquée de Paris, d'avoir l'école rabbinique à la synagogue Vauquelin, je dirais exactement la même chose. C'est un édifice cultuel. Donc il faut que cette part-là, elle ait toute sa place dans la réflexion collective qui va être menée. C'est un symbole
c'est un symbole de notre histoire. D'ailleurs, avec toute la part de paradoxe, la République volontiers laïcarde fin 19e se saisit de ce symbole pour convoquer les grands moments de cette histoire. Et puis, c'est un lien totalement oublié ou sous-estimé avec la ville. Et dans ce lien, il y a aussi comment on arrive à Notre-Dame, comment les touristes arrivent, comment on visite, comment on peut protéger cet édifice, comment on peut mettre en valeur les métiers d'art qui doivent contribuer à la restauration de Notre-Dame. Et puis après, il y a le diagnostic et après, il y a comment on reconduit. Justement, ce qui pose débat aujourd'hui, Émilie Zapalski, ce sont les réductions de délais et les dérogations envisagées aux règles de l'urbanisme. Certains regrettent que le gouvernement soit allé trop vite dans ses déclarations au lendemain de cet incendie. Je pense que justement, c'est vraiment les deux points. C'est les 5 ans. Pourquoi se précipiter ? Pourquoi 5 ans ? Pourquoi ? Et puis, c'est aussi, après moi le déluge, on revient sur ces 5 ans, comme ça me fait penser à les fermetures d'hôpitaux et les fermetures de classes. C'est pendant 5 ans, il n'y aura pas de fermeture. Mais alors après qu'est-ce qui se passe ? En référence aux annonces après le grand débat. Macron, pour les Gilets jaunes. Donc sur les 5 ans, pourquoi cette précipitation ? Et l'autre question, en effet, c'est les dérogations sur les règles d'urbanisme. Qui inquiète de nombreux architectes. Une architecte était sur notre plateau tout à l'heure. Elle avait un avis mitigé. Non, mais au-delà même de ces règles, bon, après, moi, ça me dépasse le côté architectural et ce qui va être nécessaire pour reconstruire à l'identique ou pas. Et ça, c'est des questions de choix. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi des questions de choix de Parisiens, de Parisiennes. Bon, voilà, c'est un autre débat. Mais c'est plus pourquoi il y a cette espèce de poids, de mesure. Là, on parle de changer des règles d'urbanisme. En matière d'urbanisme commercial, par exemple, ça fait des années, des dizaines d'années qu'il y a des questions qui se posent, qu'on a du mal à imposer des lois de ce côté-là. Et là, on a l'impression que parce que c'est Notre-Dame, parce que c'est un sujet, c'est différent. Mais on parle de dérogation. Et sur l'urbanisme commercial, parfois, ça aurait été intéressant d'avoir des dérogations pour que les maires puissent plus facilement accepter ou refuser des projets d'implantation commerciale. Ce que je veux dire, c'est pourquoi d'un coup se dire « Ah ben voilà, là on se permet des dérogations parce que... » Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner ma version. C'est vendeur aussi, parce qu'on a bien vu que c'était une question d'union nationale. On a bien vu tout ce mouvement qui était très beau, qui était très intéressant à voir et qui est sincère, je pense, de tous les Français et plus particulièrement les Parisiens et les Parisiennes vis-à-vis de ça. Mais je pense que c'est un peu trop donné pour cet événement, alors qu'il y a beaucoup de choses... Il y a eu un empressement, À mon avis, on ne peut pas du tout comparer l'urbanisme commercial, avec tout le respect que j'ai pour vous. Oui, des dérogations, j'entends bien, des dérogations avec le drame qui est survenu à Notre-Dame. Pourquoi une telle situation ? Pourquoi, également, on le voit dans les sondages, des avis différents de la part des Français ? Parce que ça nous a tous touchés, en notre chair. Moi, personnellement, j'étais à l'étranger à ce moment-là. J'ai senti, y compris à l'étranger, de la part de nos compatriotes espagnols, puisque j'étais en Espagne, une véritable inquiétude par rapport au drame qui était en train de se dérouler à Paris. Donc non, on ne va pas trop vite. On verra ensuite. La dérogation, c'est... Vous le savez très bien, c'est pour essayer d'aller plus vite sur un certain nombre de points. On fera ça en lien avec les architectes. L'idée, je veux rassurer les Français là-dessus, c'est de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Un mot, Florence Berthoud, sur ce surplus de dons. Le gouvernement insiste pour que l'argent récolté soit entièrement dédié à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Votre avis là-dessus ? Encore une fois, je trouve qu'on on prend le sujet à l'envers. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Je trouve qu'il y a une forme, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Qu'on fasse un projet de loi, qu'on soit volontariste, qu'on dise qu'il faut créer un établissement public, je trouve ça parfait. Enfin, en tout cas, bien, ça va dans le bon sens. Que a priori, on considère qu'il va falloir s'exonérer du droit d'urbanisme, c'est juste proprement hallucinant. Mais hallucinant. Ça envoie un très mauvais signal sur le mode, nous, État, on est au-dessus du droit. Donc, vous, y compris quand vous restaurez, est-ce que, y compris vous, les élus, quand vous restaurez, et moi je suis pour qu'on respecte strictement le droit de l'urbanisme, mais il ne faut pas, entamer des travaux de cette envergure en présupposant qu'on va s'exonérer. Peut-être, et à ce moment-là, peut-être qu'il faut faire une loi, parce qu'on se dit, là, objectivement, il va falloir s'exonérer du droit. Et les garanties, elles vont être où, cher monsieur ? Elles vont être aussi dans la composition
du conseil d'administration de cet établissement public, où pour le moment, c'est le fou intégral. Moi, Il prévoit d'intégrer la ville de Paris, d'intégrer le diocèse de Paris. Prévoir l'entrée de la ville de Paris, c'est quand même le minimum. Oui. Mais combien de sièges vont être donnés, de sièges vont être donnés dans cet établissement public pour que les élus, dans leur pluralité, puissent être représentés dans cet établissement public? Il n'y a rien dans les débats, je crois, aujourd'hui, qui est apporté sur ce point. Et puis, comment les architectes des bâtiments de France vont être représentés? Ils sont aujourd'hui les garants du fait que l'on respecte justement un certain nombre de règles. Et cela promet évidemment des débats animés à l'Assemblée nationale. Deuxième thème de nos débats, les sages de la rue Montpensier ont donné leur feu vert hier à la proposition de référendum d'initiative partagée, le RIP, de parlementaires opposés à la privatisation d'Aéroports de Paris. Adrien Gomi, est-ce que vous êtes surpris, vous avez été surpris par cette décision du Conseil constitutionnel? Oui, un peu, c'est vrai. En revanche, je ne fais pas partie de ceux qui vont critiquer ici la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est prévu par notre Constitution, donc ça ne me choque absolument pas. D'autant plus que le président Emmanuel Macron, à l'occasion de sa conférence de presse, avait rappelé qu'il souhaitait descendre à 1 million, vous vous souvenez. C'est une bonne chose que la population soit consultée? C'est une bonne chose que la population soit consultée. Oui, à vrai dire, je n'ai pas à commenter cette décision du Conseil constitutionnel. On peut parler du fond plutôt de la loi Pacte, si vous le souhaitez, et des attaques qui ont été faites par les opposants. Mais on a d'autres thèmes à évoquer. Florence Berthoud, sur cette décision du Conseil constitutionnel. C'est une bonne chose pour la démocratie? Moi, je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. Et j'ai une habitude, je considère qu'il y a un juge suprême, donc ces décisions, elles s'imposent. J'ai eu d'ailleurs le même type de commentaire, même si ça a pu être étonné, que sur l'annulation de l'article 3 sur la loi anti-casseurs. Le juge constitutionnel, il est garant des libertés, il est garant du droit. En l'espèce, alors en opportunité, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, au-delà du droit. Alors le parcours est encore long, il va falloir réunir un certain nombre de signatures. Émilie Zapasky, tout de même, c'est un nouveau coup dur pour le gouvernement? Je trouve que c'est en tout cas une initiative très intéressante, parce que c'est une épreuve du feu pour ce fameux référendum d'initiative partagée qu'on est en train peut-être de bouger. Donc à voir comment ça fonctionne. C'est vrai que le processus est très long, parce que là c'est l'ouverture pour essayer de récolter 4 millions de voix françaises. Après il faut voir si ça arrive. Je pense que ça va aller vite en fait. C'est plusieurs mois, c'est 10 ou 15 mois de travail. Je crois que c'est à peu près ça l'échéance. Mais c'est très intéressant de voir que pour une fois, cette fameuse initiative, ce référendum, ce RIP, va être utilisé et que le Conseil constitutionnel a donné son feu vert. Moi, je ne trouve pas ça très étonnant, parce que voilà, c'est une possibilité. Il considère que c'est possible, pourquoi pas. Après, je trouve ça très intéressant pour un deuxième point, c'est que ça donne l'occasion, et Notre-Dame était un premier point aussi, à l'opposition de se regrouper, de se renforcer et de se faire valoir par rapport au gouvernement. Et ça, les occasions sont finalement rares. On a du mal à voir les sujets sur lesquels, là, c'est tout bord confondu, c'est gauche, droite, extrême, il y a la France insoumise, il y a le Rassemblement national. Donc une occasion est donnée pour se regrouper et peser un petit peu dans ce débat. Donc moi, je trouve que c'est intéressant et je suis intéressée à voir jusqu'où ça va aller, à quoi ça va mener. De manière très démagogique, si je peux le permettre, puisqu'on l'a vu au Sénat, d'ailleurs, on a vu le groupe LR très souvent être applaudi dans ses prises de position par les communistes au Sénat. Donc on a déjà cet anti-macronisme primaire qui s'exprime et qui s'est exprimé au moment de l'examen. Pardonnez-moi, mais alors là, sur ce sujet, je ne vois pas en quoi, sur certains sujets, de se regrouper au-delà des bords, c'est de la démagogie. ADP, c'est un vrai sujet. Au vu des engagements passés. On peut être... des engagements passés, madame. Alors, ça, c'est autre chose. Mais on peut être sur l'exercice démocratique. Je trouve que ça, en tout cas, ça va être une épreuve, un test très intéressant, parce qu'en tout cas, c'est une vraie question. Alors après, c'est une vraie question, y compris pour que peut-être des masques tombent partout, mais c'est une vraie question. Et moi, je trouve plutôt, alors là, extrêmement rassurant que des citoyens s'emparent d'un sujet comme ça. Voilà, c'est un vrai sujet. Alors après, on est d'accord ou pas, mais c'est un vrai sujet, parce qu'il y a des fois, on voit bien qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation. Là, ce sont quand même des citoyens qui s'emparent d'un vrai sujet qui les concerne. En toile de fond, on a une revendication des Gilets jaunes sur la privatisation de l'aéroport d'ADP.
Oui, je pense que ça, c'est forcément... Mais c'est pas qu'une revendication des Gilets jaunes, je pense que c'est quand même partagé. Enfin, je voyais sur les sondages, les Français sont très, très précautionneux sur ces sujets-là, avec en plus en toile de fond les autoroutes et l'expérience de 2006. Et en toile de fond, son lot de fake news aussi, parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation que les autoroutes. Il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été garantis, oui, mais notamment les au Sénat. les autoroutes, par exemple, sur Blagnac, sur l'autoroute de Toulouse, il y avait aussi des garde-fous. Non, mais il y aura des contrats de... On arrive quand même à des situations très compliquées. Il y aura des contrats de régulation économique renégociés tous les 5 ans. Contrairement aux... En tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit bien, comme vous le disiez, que les Français sont capables de se saisir de ces sujets d'importance et c'est pas tout noir, tout blanc. C'est aussi de se dire, attention, c'est du foncier, même si le foncier reste la propriété de l'État. Attention, c'est les joyaux de la France. Attention à ce qu'on fait et attention à laisser trop de liberté. Bijoux de famille. Qui parle de brader les bijoux de famille? L'exploitation va être déléguée pour une durée de 70 ans. Que les téléspectateurs nous comprennent bien. Il ne s'agit pas ici de vendre Aéroport de Paris. Ensuite, au bout de 70 ans, l'État sera de nouveau propriétaire. Mais regardez, sur Blagnac, on est en train de récupérer une situation et d'essayer d'annuler un contrat parce qu'on voit bien que ça fonctionne pas bien et que les investisseurs chinois ont d'autres objectifs que ce qu'on pourrait avoir au niveau national. Il y a des garde-fous, comme il y en a eu en son temps sur les autoroutes. Moi, j'étais à titre personnel pas favorable à la privatisation des autoroutes et ces sujets-là, d'ailleurs, encore une fois, transcendent un peu les courants. La question qui est posée là aux Français, c'est une question d'indépendance. Peut-être qu'ils peuvent se tromper, mais ils ne se trompent pas a priori. Ceux qui veulent ce référendum, c'est parce qu'ils considèrent qu'en dehors des garde-fous, il y a des garde-fous, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, que ces garde-fous sont nettement insuffisants pour l'avenir, pour la politique tarifaire, etc. Ils ont le droit de penser différemment d'un gouvernement qui considère que parce qu'il légifère ou il réglemente, il a forcément raison. Les Français ont le droit, et pas qu'à coup de fake news, de penser aussi un peu différemment. Mais ça aura au moins le mérite d'ouvrir le débat. Sur cette mobilisation très forte des citoyens. Oui. Vous avez dû la ressentir sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Mais oui, mais comme je me répète encore une fois, il y a un lot de fake news particulièrement important sur la question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les téléspectateurs, mais les résultats d'exploitation d'aéroports de Paris sont à 2/3 dus à la gestion des boutiques et des parkings. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'État aujourd'hui de gérer ce genre d'activité et de recevoir des dividendes liés à ces activités? La réponse est non. L'État doit être stratège. Il ne doit pas être présent dans toutes les entreprises. D'autant plus que, et j'aimerais le rappeler, un certain nombre d'aéroports ont été d'ailleurs privatisés sous la précédente mandature, sans que, notamment je parle pour le cas du Sénat, sans que le groupe socialiste s'en émeute. Merci beaucoup à vous. Nous sommes pris par le temps malheureusement, mais je vous invite à revenir très vite. Merci d'avoir été avec nous pour essayer d'évoquer ces thèmes. Tout de suite, ce sont les titres de l'actualité. Les députés se penche aujourd'hui sur Notre-Dame. Comment piloter les travaux de reconstruction? Comment gérer les dons qui affluent toujours? L'Assemblée nationale discute donc aujourd'hui du projet de loi très controversé pour la restauration de la cathédrale. C'est une alliance contre nature. Les propos de Bruno Le Maire ce matin sur notre antenne. Il évoquait l'alliance des socialistes, des républicains, du Rassemblement national et de la France insoumise pour un référendum d'initiative populaire sur la privatisation d'ADP. Les opposants, eux, ont 9 mois pour trouver 4,7 millions de signatures. C'est aujourd'hui la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France. Emmanuel Macron a présidé une cérémonie au Palais du Luxembourg. Il est accompagné du président du Sénat, Gérard Larcher. Il remettra le prix de la flamme de l'égalité en fin de cérémonie. Et on l'appelle le Collège du Bonheur, à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. L'établissement œuvre pour le bien-être de ses collégiens. Récemment, une vidéo de leur rituel d'accueil a fait le buzz. On vous dira un peu plus sur ce Collège du Bonheur à la fin de ce journal. Cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République s'est félicité par un communiqué de presse de l'Élysée de la libération de 4 otages au Sahel, dont les 2 Français qui avaient été enlevés au Bénin le 1er mai dernier. Selon les informations communiquées par le président de la République, l'opération s'est déroulée au Burkina Faso. 2 militaires français ont perdu la vie dans cette intervention. Harold Iman, depuis combien de temps était-il retenu? Est-ce qu'on peut essayer avec vous d'y voir un petit peu plus clair sur cette dernière information?
D'accord, on a très peu d'éléments, mais voilà, les Français ont été enlevés, 2 d'entre eux, le 1er mai dernier. Hein, parce qu'il y a 2 Français parmi les 4 otages libérés. Il y a aussi une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne. Les 4 ont été libérés dans une action je dirais, commando, dans le nord du Burkina Faso. Alors, si vous prenez le nord du Bénin sur la carte, vous voyez qu'on est déjà au début du Sahel, à peu près, et le Burkina Faso est presque entièrement dans le Sahel, et le nord, eh bien là, on est pratiquement dans la zone où sévissent les djihadistes qui sont au Mali, au Niger, et donc c'est tout à fait logique que ces groupes aient amené leurs otages vers le nord, là où ils peuvent les cacher, dans des grottes, dans des steppes, avec quelques complicités de civils. Donc, le commandement des opérations spéciales de la France, le COS, a conduit l'opération. Le COS est très fortement naval. C'est pour ça que les 2 soldats français qui ont péri au combat ont des grades de la marine, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, officier marinier au sein du commandement des opérations. À noter, Harold Iman, que les forces spéciales françaises avaient déjà perdu des hommes dans ce type d'opération. Oui, ils en ont perdu à Djibouti, notamment en essayant de dégager quelqu'un qui était sans doute assez proche d'eux, qui était détenu par des chebabs. Donc voilà, la doctrine française, pour faire simple, c'est on agit seulement quand on est sûr de réussir. Et puis, si il y a des soldats qui trouvent la mort, eh bien, c'était pour quelque chose. On ne va jamais à l'opération suicide et on utilise le minimum de force. D'autres armées utilisent le maximum de force. C'est plutôt les Américains qui mettent beaucoup plus de moyens et les Français mettent quelque chose de beaucoup plus chirurgical. Donc, on peut dire, grosso modo, que dans la doctrine française, on a fait pour le mieux, absolument. Voilà ce qu'on peut en dire. Et ce n'est pas rare que des soldats des opérations spéciales meurent dans ce genre d'opérations. C'est malheureusement pas si rare, mais il y a plein d'opérations qui réussissent aussi. Et il y en a quelques-unes dont on ne sait rien. Dans celle-ci, on sait quelque chose parce que les otages sont des civils. Et donc, ça parle. Les parents, la famille, on discute. Et donc, le Bénin, ce n'était pas connu pour être une zone où on enlève des gens. Mais voilà, dans le nord du Bénin, la contagion djihadiste est arrivée. Et vous restez avec nous, Harold Iman, pour continuer de développer cette actualité. Première réaction, celle de la ministre des Armées, Florence Parly, sur Twitter. Mort pour la France cette nuit au Burkina Faso, les commandos marines Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont sacrifié leur vie pour sauver celle de 4 otages, désormais libres. Je pense à leurs familles, à leurs frères d'armes. Toute la nation s'incline devant leur courage. Nous continuerons évidemment de développer cette actualité tout au long de la journée. Également à la une aujourd'hui, cette question. Comment piloter les travaux de reconstruction de Notre-Dame? Comment gérer l'afflux de dons? C'est aujourd'hui que les députés examinent le projet de loi de rénovation de la cathédrale. Souvenez-vous, c'était le 15 avril dernier. Le monument a été ravagé, en partie détruit. De nombreux députés sont déjà vent debout contre ce projet de loi. Je vous propose de les écouter. Le problème, c'est l'établissement public et les mesures dérogatoires au droit de l'urbanisme, comme si on nous préparait par avance à une restauration originale. Et ça, je ne peux pas l'accepter, car les Français, j'en suis convaincu, veulent une restauration à l'identique. Ce sont les règles de l'art. Les Français n'ont pas donné tant d'argent pour satisfaire la mégalomanie du président de la République. Le Conseil constitutionnel a donc donné son feu vert pour le projet de référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Selon son entourage, Édouard Philippe redoute une situation dangereuse pour la conduite de l'action publique. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit lui qu'il continuera de défendre son projet de privatisation. Il l'a dit à Jean-Pierre Elkabbach sur notre antenne ce matin. Je vois dans cette décision une opportunité. Une opportunité pour le gouvernement d'expliquer notre projet qui a souvent été travesti, d'expliquer que cette privatisation, elle va servir à financer l'innovation de rupture, à désendetter le pays.
Mais si je vous dis que c'est une opportunité pour mieux expliquer notre projet, c'est que fondamentalement, je crois dans ce projet. Et nous croyons, la majorité qui a voté unanimement, La République En Marche, le MoDem, une partie du groupe Agir qui a voté ce projet, sait qu'il est bon économiquement pour le pays. Adopté en mars dernier, c'est l'article 49 précisément qui ouvre la voie à cette privatisation d'Aéroports de Paris. Il ne cesse de faire polémique, vous l'avez entendu. Mais en quoi consiste exactement ce projet? Élément de réponse avec Sybille Delettre. C'est une opération qui pourrait rapporter 10 milliards d'euros. L'État possède aujourd'hui 50,6% du capital d'Aéroports de Paris. Ce sont ses parts qu'il veut céder. Plutôt qu'une vente, il s'agirait d'une cession limitée à une durée de 70 ans. L'objectif, réduire la dette mais aussi créer un fonds d'investissement dont les dividendes vont financer l'innovation, notamment pour rester compétitif face aux géants chinois et américains. À ceux qui s'inquiètent de la sécurité, la gestion de la douane et les contrôles de police resteront gérés par l'État. Le gouvernement assure aussi avoir retenu les leçons de la privatisation des autoroutes et de la flambée des prix qui a suivi. Un contrat de régulation sera établi et révisé tous les 5 ans. Avec cette opération, l'État espère aussi permettre à Aéroports de Paris de se développer pour devenir à terme le premier hub européen devant Londres. Et comme chaque vendredi, les résultats de notre sondage IFOP fiducial pour les élections européennes. Et vous le voyez, La République En Marche qui prend de peu l'avantage sur le Rassemblement national. La liste portée par Nathalie Loiseau gagne 0,5 points pour atteindre 22,5% des intentions de vote. La liste de Jordan Bardella perd 0,5 points, elle est à 21,5%. Et les Républicains qui sont toujours troisième des intentions de vote avec 14%. Yannick Jadot, il est tête de liste Europe Écologie Les Verts pour ces élections européennes. Il était notre invité il y a quelques instants. Il est en campagne aujourd'hui dans les Hauts-de-France, à Hénin-Beaumont, en terre frontiste. C'est aussi notre victoire que l'écologie soit au cœur du débat pour l'élection européenne. Simplement, l'écologie, il y a ceux qui promettent, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui agissent. Dès qu'il s'agit de faire des promesses, dès qu'il s'agit de faire des discours, alors là, de l'écologie, on en a, mais quand il s'agit d'agir, eux reculent, eux reportent à plus tard, alors que nous, au Parlement européen, nous agissons et nous avons des victoires. C'est aujourd'hui la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France. Emmanuel Macron préside une cérémonie au Palais du Luxembourg. Il était accompagné du président du Sénat, Gérard Larcher. Et en toute fin de cérémonie, il a remis le prix de la flamme de l'égalité à un écolier, un lycéen, un collégien. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Il revient sur l'importance de commémorer l'abolition de l'esclavage. On mesure ce que l'esclavage, la traite, les abolitions et leurs héritages représentent dans l'histoire de notre pays, dans notre culture, dans notre âme. Cette histoire est notre histoire. Elle a donné à la France un destin mondial, elle a forgé les combats et les valeurs de la République. Elle explique la diversité de notre société. Elle nous relie à l'Afrique, aux Caraïbes, à l'Amérique, à l'océan Indien. Tout de suite, c'est le Flash Éco avec Éric de Ritmaten et une mauvaise nouvelle, une baisse de fréquentation touristique en France.